Sunday Night Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Bienvenue dans la saison 3 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode enregistré depuis The House of Running à Paris. Nous retrouvons aujourd'hui une actrice que nous avions eu le plaisir de recevoir en mars dernier. Vous l'avez vu dans Mon Inconnu, Respire ou encore Neuilly sa mère, et elle revient aujourd'hui à l'occasion de la sortie mercredi du nouveau film de Marc Duguin, Eugénie Grandet. Merci Joséphine Japy d'être de retour dans Clapement 5. Et merci de m'avoir à nouveau invité. Non mais toujours quand tu veux, écoute, les portes du studio te sont ouvertes. Faut pas me le dire deux fois. Voilà, c'est parti. Et je vais te présenter les clapeurs qui vont t'accompagner aujourd'hui. Notre première clapeuse est une productrice qui, si elle était un personnage d'Eugénie Grandet, ne serait autre que son père. Elle a aussi... Elle est aussi avide d'argent que le père. C'est Elsa Morel. J'étais sûre que t'allais me balancer ça. Et avec toi, un second clapeur responsable marketing qui, à chaque fois que l'on prépare une interview, nous cite du Balzac en disant « L'ignorance est la mère de tous les crimes. Un crime est avant tout un manque de raisonnement. » C'est Michael Godefroy. C'est totalement faux. Je suis très nul en expression. Et encore plus de Balzac. Mais c'est ton exigence autour de l'œuvre de Balzac. Bien sûr, bien sûr. Mais justement, donc, Joséphine, on est très heureux de te recevoir pour la sortie d'Eugénie Grandet qui sort donc mercredi au cinéma, avec aussi dans le casting Olivier Gourmet et Valérie Bonneton qui jouent tes parents, qui jouent respectivement tes parents. Et je vais laisser Mickaël te résumer aux auditeurs, pas à toi parce qu'a priori tu connais le film, mais aux auditeurs l'histoire d'Eugénie Grandet qui est donc l'adaptation d'un livre de Balzac. Oui, bah alors Eugénie Grandet, c'est tout simple, c'est l'histoire qui est sur la famille Grandet en fait. Donc Félix, le papa d'Eugénie, c'est un redoutable commercial, mais il est aussi atteint d'une grave avarice et en fait il ment à toute sa famille sur son argent, sur sa fortune, les laissant du coup vivre dans la pauvreté la plus totale, et en plus il refuse de payer la dot à Eugénie, qui est du coup jouée par Joséphine Japy, pour son fameux mariage, et tout va basculer le jour où le neveu de Félix, qui est un jeune homme très charmant issu de la bourgeoisie parisienne, débarque à Saumur, et Eugénie va tout de suite tomber amoureuse de ce jeune homme-là, ce qui va provoquer d'énormes problèmes dans la famille. Est-ce que c'est un bon résumé? Est-ce que c'est approuvé par l'actrice d'Eugénie Grandet? C'est approuvé. C'est bon. Lui on peut approuvé. continuer l'émission. On peut continuer sur bonne base, très bien. Et on avait du coup une toute première question là-dessus. On a relevé que dans plusieurs de tes films, tu joues des personnages sous emprise. Donc on peut citer Respire, Irréprochable et du coup Eugénie Grandet. Est-ce que ce sont des rôles qui t'inspirent, toi? Ou alors les réalisateurs ont envie de me faire souffrir. Je sais pas. C'était la meilleure des réponses. Oui, en fait, c'est des rôles qui m'intéressent parce qu'il y a la question de l'emprise, la question du rapport de force qui ne se montre pas, qui n'est pas dans la violence, l'emprise intellectuelle, l'emprise psychologique, c'est un truc que je trouve très intéressant et je pense que ça parle à beaucoup de personnes. Je pense qu'il y a toujours un moment dans sa vie où on est plus ou moins sous l'emprise de quelqu'un, ou alors le bourreau, mais ça c'est plus compliqué de se l'avouer. Je pense que malheureusement les gens qui le sont n'arrivent pas à le voir, mais donc certainement que ça m'intéresse. Après peut-être qu'aussi les réalisateurs ont envie de me faire jouer de te voir dans ces rôles-là. Mais là ce qui est passionnant avec Eugénie Grandet en fait, c'est que c'est un film qui se passe au 19e siècle, et pourtant c'est un film qui quand même est profondément moderne. Il y a plein de thèmes qu'on retrouve, des thèmes liés donc ce que dit Marc Duguin, notamment au capitalisme, aussi à l'émancipation des femmes, aux droits des femmes, et aussi un peu à des thématiques liées à la nature, et c'est aussi ça qui t'a intéressé toi dans cette relecture moderne dans ce travail d'adaptation moderne de Marc Duguin, c'est le fait que ça fasse autant écho à notre époque alors que ça a été écrit il y a plusieurs siècles. Très certainement. Moi, franchement, je me souvenais pas en fait de la lecture d'Eugénie, sinon comme étant un instrument de torture. J'avais pas du tout aimé mais c'est vrai, j'avais pas du tout aimé le roman. Je l'avais lu, je pense, au collège, peut-être tout début du lycée. Ouais. Et en fait, j'étais beaucoup trop jeune pour lire un roman comme ça. Je comprenais pas le roman, je le trouvais dur, je le trouvais âpre, et je suis complètement passée à côté. D'accord. Et du coup, quand Marc arrive avec le scénario, je vois Eugénie Grandet, je me dis non, c'est pas vrai. Le retour, et au final, je lis le scénario et je retrouve l'écriture de Balzac, et en même temps, je vois toute la vision de Marc. En fait, je vois que Marc a réussi à
un peu comme une passoire, à prendre toutes ces thématiques que tu as évoquées et à les mettre dans le film. Et là, d'un coup, je comprends l'intérêt de ce personnage. Je tombe amoureuse du scénario. Donc en fait, moi, la porte d'entrée sur Eugénie Grandet, ça a été le scénario de Marc Duguin avant d'être le roman de Balzac. Donc voilà. Et sur la modernité que tu évoquais, c'est complètement ça, toutes ces thématiques sur le début du capitalisme, sur la place de la femme, sur l'homme par rapport à la nature. En fait, je me suis rendu compte que Eugénie Grandet, c'était un peu une chronique de l'époque de Balzac, mais qui est encore en transparence tellement valable aujourd'hui et tellement intéressante sous d'autres formes. Tu vois, évidemment, ça a évolué, mais et je me suis dit, mais c'est fou et c'est très moderne. C'est très moderne et c'est intéressant pour la jeune fille que je suis aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Olivier Gourmet, qui incarne le père d'Eugénie Grandet, utilise la religion pour asseoir son autorité sur sa femme, donc jouée par Valérie Bonneton, et sur ton personnage Eugénie Grandet. Et ça peut faire écho aujourd'hui typiquement à l'Afghanistan, à la situation en Afghanistan. Est-ce que tu t'es aussi intéressé à des témoignages modernes justement d'aujourd'hui de femmes qui sont sous l'autorité, sous l'emprise, sous l'autorité de figures du patriarcat, en gros, pour écrire, pour inventer, en tout cas pour créer ce personnage d'hier ou c'est une bonne question. Moi, j'ai toujours eu l'intérêt de ces sujets, au-delà du film. Donc c'est de toute façon quelque chose qui m'intéresse et où j'essaie de m'informer, moi, j'ai grandi dans une famille où le patriarcat n'est pas présent. Ça n'existe pas. Mon père, je pense, ne comprend pas comment la misogynie peut exister chez un homme. Donc, en fait, j'ai grandi avec cette idée que ça n'existait pas. Mais après, on grandit, on se rend compte que en fait, la réalité est évidemment beaucoup plus complexe. On commence à rencontrer d'autres personnes, à voir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Donc, au-delà du film, c'est de toute façon quelque chose qui m'intéresse, qui m'importe, et où je regarde beaucoup de témoignages, donc c'est quelque chose d'important pour moi, ouais. C'était ça ta question? Oui, non, c'est ça. Et non, ma question c'était plus précisément aussi, est-ce que du coup des témoignages d'aujourd'hui t'ont inspiré ou consciemment ou inconsciemment peut-être? Dans ta réponse, ouais, c'est ça, c'est plutôt inconsciemment. Je pense inconsciemment. En fait, je pense que je les avais à l'esprit. Là, la situation que tu as évoquée en Afghanistan, elle était évidemment différente au moment du tournage. Mais oui, on y pense en fait. On se dit que cette jeune femme coincée entre le poids de l'argent et le poids de la religion, elle existe encore aujourd'hui. Et elle existe encore, mais presque entre guillemets du niveau de génie dans plein d'endroits dans le monde. Et donc du coup on sent un peu une responsabilité, une importance en tout cas sur ce sujet. L'importance de raconter cette histoire aujourd'hui aussi, Elsa. Lors de ta précédente interview ici, tu avais expliqué que tu avais appris la broderie et que tu étais restée cloîtrée chez toi pour te mettre dans la peau d'Eugénie Grandet. Et on avait rigolé sur le fait que ça rappelait le confinement. Mais justement, une des choses que le confinement a montré, c'est la fébrilité de la maladie mentale, en fait, la fébrilité mentale des personnes confinées. Et Eugénie, c'est un peu ce qu'elle vit, Eugénie Grandet. Comment est-ce que tu as trouvé cette force et enfin ce courage de jouer à la fois donc cette emprise et en même temps le côté elle veut se libérer, c'est-à-dire que elle a pas craqué mentalement. Comment t'as fait pour trouver cette ambivalence entre force intérieure et emprise du personnage? En fait, Eugénie est une femme qui a une force à fleur de peau. Elle ne se rebelle pas comme une suffragette ou comme une féministe des années 60-70. Elle ne peut pas faire ça, elle n'a pas la place de ça. Donc il fallait trouver une autre forme de résistance et de force dans le personnage. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est de voir à quel point Félix Grandet, donc lui, son père, est pour l'argent, est prêt à écraser tout le monde et à faire sombrer l'intégralité de sa famille sans aucune question. Et elle, en contrepartie, elle a l'obsession de l'amour, de la liberté, parce qu'en fait, quand son cousin arrive, elle est amoureuse de l'amour. Elle n'est pas amoureuse de son cousin. C'est juste la porte qui s'entrouvre et l'envie d'aller vers ailleurs. C'est le cousin, en fait, ça aurait été un autre gars. Voilà, j'aime beaucoup César et il est magnifique dans le film. Mais c'est vrai que ça aurait pu être quelqu'un d'autre et elle aurait pu craquer de la même manière à ce moment-là, mais parce qu'elle a envie d'ailleurs, en fait. Et donc, sa force de conviction, c'est la valeur absolue dans sa vie, ce sera l'amour et ce sera sa liberté.
Et du coup, elle ancre ça dans son esprit. Et à partir de ce moment-là, elle n'en bougera pas, quoi. Et donc, il y avait une forme de dignité presque à trouver, presque un truc entre guillemets martyrisé, où tu vois les figures de martyrs chrétiens où en fait ils restent dignes et droits dans l'adversité. Donc il y avait presque ce truc-là en fait chez Eugénie à ce moment-là du film. Michael. Tu parlais juste avant de Félix Grandet et son rapport à l'argent. À un moment pendant le film, il dit une phrase très très forte à toi. Il te dit qui ne respecte pas l'argent ne peut aspirer au bonheur. Est-ce que selon toi il y a toujours un peu de vrai dedans ou tout est à jeter dans cette phrase? Pour moi personnellement, oui. Alors oui, il faut respecter l'argent. Non, pour toi et par rapport au personnage, peut-être dans le film. En fait, c'est ça qui est intéressant dans le personnage du père Grandet, c'est que l'obsession de l'argent n'est pas une obsession, c'est une obsession pécuniaire, mais ça va au-delà. C'est l'obsession capitalistique de plus d'argent au détriment de tout. Il y a un moment où justement dans le film, il a une église et il décide de la déconstruire pierre par pierre pour revendre les pierres parce que de toute façon c'est comme ça qu'il se fera plus d'argent. Donc en fait, cet argent est le maître de son monde et même lui est en fait l'esclave de ce truc-là. Et quand il dit cette phrase justement qui ne respecte pas l'argent ne peut pas aspirer au bonheur, il y a presque un truc de souffrance en fait, parce qu'il est lui-même l'esclave de ça. Donc est-ce que moi personnellement je pense qu'il faut absolument respecter l'argent pour aspirer au bonheur? Non. Et je pense que malheureusement aujourd'hui c'est compliqué en fait de sortir de ce système qu'on connaît, dont on voit les débuts là dans le film, quel système capitalistique dans lequel on évolue aujourd'hui. Donc je respecte l'argent, mais pas pour le bonheur. Je respecte l'argent parce que justement je le trouve terrifiant aujourd'hui en fait. Non. Donc voilà, c'est un respect méfiant. Tu citais un dialogue du film et Marc Duguin, il a effectué un travail aussi d'adaptation des dialogues pour pas qu'ils soient aussi âpres que dans le livre et ce que tu dis en interview, c'est que le fait qu'il soit aussi auteur à côté, en plus d'être scénariste du film, ça a aidé, tu l'as vu mieux construire ou mieux adapter cette œuvre, la respecter et en même temps la moderniser un petit peu, parce que j'ai vu aussi qu'il aimerait que ce soit vu dans des collèges, que le film soit vu aussi dans des collèges pour faire écho à la situation d'aujourd'hui. Et du coup, cette volonté de modernisation, comment l'as-tu perçue dans son travail? Je pense qu'il fallait quelqu'un comme Marc pour adapter Balzac. Et je l'ai vu, mais à tous les moments du travail avec lui. C'est-à-dire, je l'ai rencontré, j'ai vu déjà l'écriture du scénario, ou avant même de rencontrer Marc. J'avais trouvé ça assez brillant parce qu'il avait réussi à garder le côté entre guillemets daté, enfin c'est logique que ça se passe au 19e, donc c'est un langage particulier, mais il avait réussi à effacer toute une partie des trucs où tu te dis non, ça fait vraiment trop vieillot, et c'est des tournures de phrases et des manières de parler qu'on n'entend plus aujourd'hui, donc ça peut te mettre en plus à l'extérieur du film. Et ça, déjà le premier travail sur le scénario qu'il a fait, c'était assez brillant. Et après, et c'est là que c'est super aussi d'avoir un auteur avec soi qui est son réalisateur en plus. Il n'a pas arrêté de réécrire avec nous. Ah oui. Il a beaucoup coupé. D'accord. Mais pas parce qu'on était mauvais. Mais il a beaucoup coupé parce que en fait, il a continué à affiner la vision de son film en permanence, et notamment la scène de fin là, dont on peut pas parler pour pas spoiler les gens, mais il avait réécrit la scène de fin. Je crois 3 jours avant qu'on la joue. Ah oui, d'accord. Ouais, où en fait il a dit écoute, je pense qu'il y a un truc, faut que je réécrive, et donc il était tout le temps en train de retravailler le texte. Ouais. Et voilà, et c'est là que je pense que c'est une démarche qui aurait pu plaire à Balzac, ouais. Ouais, ce travail-là, Lisa. Tu parlais du travail de Marc Duguin. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez travaillé en décor naturel. Et on sait que Eugénie Grandet, c'est quelqu'un qui a un lien fort avec la nature. Est-ce que ça t'a aidé, quelque part, de tourner en décor naturel pour créer ce lien avec cette nature, justement? Alors oui. Et en même temps, je te dis ça, mais c'est vrai qu'on a tourné, il faisait froid, et il faisait pas beau, et il pleuvait pas mal, et il y avait beaucoup de gadou. C'est immersif. Hein. C'est immersif. Et
Donc il y avait vraiment ces décors où en fait dès que tu tournes en décor naturel, tu ne maîtrises plus rien. Et ça c'est assez c'est chiant, mais c'est assez exceptionnel aussi parce que maintenant en fait tu te mets dans un studio où voilà tu maîtrises tout. Alors que quand tu es dans un décor naturel, tu es dépendant de ce que la nature décide de te faire vivre et c'est pas mal aussi. Et pour le personnage, évidemment qu'il y avait une forme de fenêtre, d'ouverture par rapport à la maison qui était très sombre, très basse de plafond quand on tournait là-dedans. Et là, d'un coup, dès qu'on sortait, c'était une respiration. Donc, ouais, ça m'a aidé. Okay. Et tu racontes aussi que je crois que la première fois que vous êtes allé dans la maison où se passe le film, les décors ont aussi beaucoup aidé à se mettre dans le rôle et vous avez tourné, je crois, une scène juste de dîner sans dialogue et tout de suite vous avez senti qu'il y avait là l'ambiance du film, ou en tout cas la tension du film, c'est ça ou là Ouais, c'était une des premières scènes qu'on a tournées. La première, c'était une autre avec la personne qui joue Nanon dans le film, qui est la servante de la maison. Et là, c'était aussi dans les premiers jours et on s'est retrouvés vraiment avec Olivier, Valérie et moi. Olivier, Valérie et moi. Très bien. Je suis Olivier. Et en fait, il y avait vraiment... Mais c'était très particulier, quoi. Il y avait cette maison où, en plus, la lumière était beaucoup, beaucoup faite en lumière naturelle ou à la bougie. Ah ouais. Donc c'est assez façon Barry Lyndon quoi. Oui, alors bon, c'est ce que disait Marc, c'est que Barry Lyndon ils ont pris 1 an, nous on a pris 40 jours pour tourner le film. C'est pas exactement pareil, mais un peu plus rapide. Et en fait il y avait cette ambiance qui planait un peu particulière où d'un coup on entendait juste les bruits des couverts contre enfin voilà, parce que on mange de la soupe, c'est pas très et voilà, et là je me suis dit ok, il y a dans ce triangle-là, dans cette scène-là, il y a beaucoup de l'ambiance du film, en fait. De ce qu'est Eugénie Grandet. Et dedans, il y a donc ta mère qui est jouée par Valérie Bonneton. Est-ce que tu penses que la trajectoire c'est ce qu'elle a dit en interview, je crois que c'est dans C'est à vous, où elle dit que la trajectoire de ton personnage est en fait aussi déviante de la sienne, justement en réponse à ce que tu vois à la trajectoire de la mère dans je sais pas si ma question est compréhensible, je vais la reformuler. En gros, la trajectoire de ton personnage qui va donc évoluer se fait aussi en réponse à ce que devient la mère d'Eugénie dans le film, qui on voit une vie qui est quand même plutôt triste. C'est aussi en ça que le personnage évolue et s'émancipe de son père. Oui, ça fait partie dans le chemin de Génie. En fait, il y a dans cette maison, presque en forme de résistance souterraine dans la maison, quand le père Grandet n'est pas là ou qu'il ne regarde pas, ou voilà, une connivence et une complicité entre ces femmes. Et en fait, c'est ça qu'on se dit. On dit, mais en fait, si elle se rebelle, il est complètement... il est cuit, quoi. Il est cuit, quoi. Il y a 3 nanas, il y a donc la mère, la fille, la servante. C'est sûr qu'il est cuit si elles font quelque chose. Et non, elles le font pas. Ouais. Et c'est ça qui est terrible, en fait. C'est qu'on se dit, mais elles vont rester sous le joug, sous le poids de cet homme. Et parce que tu l'as abordé avant, à cause de plein de choses, à cause de la société de l'époque, à cause de la religion, à cause de... Et donc, évidemment, quand la mère disparaît... je sais pas. En vrai, Eugénie Grandet, c'est connu. Si tu... C'est connu, non, mais elle non disparaît, elle revient juste après, comme Mary Poppins. Voilà, c'est ça. C'est pas le climax. Elle va juste faire des courses en voiture, elle revient. Hein, tu vois, mais, aucun souci. Et du coup, quand il y a le destin de la mère qui s'accomplit, évidemment que Eugénie, ça la pousse à aller encore plus loin, parce que comment dire, le destin de sa mère lui devient insupportable. Elle se dit ok, mais en fait, où est la porte de sortie pour la femme? C'est quoi mon destin? C'est justement de mener ma vie comme ça, silencieusement, et attendre que ça se termine. C'est pas possible. Et le film d'ailleurs est raconté le livre est raconté d'un point de vue omniscient, et le film, Marc Dugas a resserré sur le point de vue donc du père et le point de vue d'Eugénie Grandet. Toi, quand tu as préparé le rôle, tu t'es autant intéressé aux motivations du père qu'aux tiennes, ou alors au contraire tu t'es concentré sur les motivations d'Eugénie Grandet pour justement être plus dans la peau du personnage qui ignore vraiment les pensées de son père, ou en tout cas les motivations de son père? Je pense que j'étais pas dans la conscience de ce que Olivier allait avoir à jouer.
parce que je pense qu'en fait ça aurait pas fonctionné, parce qu'au début en plus du film t'as une forme d'amour filial toxique et pas du tout en fait qui se révèle être très mauvais pour Eugénie, mais il y a une forme d'amour. Elle pense que son père est là aussi pour la protéger, donc même si elle a le sentiment qu'il y a un truc qui bug et que ça lui convient pas, elle l'admire en tout cas. Et pour ça, fallait pas que je sois trop au courant de l'agenda de Olivier, je pense, et de pouvoir aussi me laisser surprendre par la situation et par ce que le film allait raconter par la suite. Et t'as ressenti ça sur le tournage, du coup, des moments où t'étais surprise des propositions d'Olivier? Oui, non, mais c'est pas forcément surprise, dans le sens où j'avais quand même, avec le scénario, un peu le sentiment, évidemment, de ce que ça allait être, mais surprise par son talent, en fait, par sa manière d'interpréter ce personnage, où il y a on est un peu torturé en le voyant, en fait. On le déteste, et en même temps on se dit mais c'est pas non plus l'archétype du sale type, quoi. C'est pas, tu te dis pas c'est vraiment un sale gars, et en même temps c'est affreux. C'est pas quelqu'un de sain, quoi. Donc ça, je pense que c'est surprenant, et lui en a fait une très très jolie interprétation. Elsa. Ce qui est intéressant avec Eugénie Grandet, comme l'a dit Aurélien, c'est le côté moderne de cet écrit. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai oublié ma question. Attendez, oui, voilà. La meuf, elle est perdue. Oui, tu avais joué aussi dans un film qui s'appelait Le Moine en costume. Et en fait, je me demandais comment est-ce qu'on s'approprie un personnage qui a existé il y a des centaines d'années. Est-ce que c'est justement l'intemporalité des émotions qui te servent à ça? Quelle est la clé? Le Moine, c'était aussi une adaptation de roman, d'ailleurs. Et je crois qu'en fait, quand tu pars sur un personnage de film d'époque, j'essaie pas de me poser la question de comment on est à l'époque. L'histoire que je raconte, où en fait j'ai passé 24 heures sans utiliser mon téléphone, sans mettre la télé, sans machin, en m'enfermant chez moi et en faisant exactement. C'est pas une question d'être exactement comme à l'époque. C'est comment je me sens à la fin d'une journée comme ça. Donc comment on se sent quand on est une jeune fille et qu'on a fait que ça dans sa journée. C'est pas la question de l'époque, c'est la question plus du ressenti et de l'émotion, et de partir de ça, en fait, parce que je pense que si tu pars que du point de vue historique en disant mais la femme elle était comme ça, elle était habillée comme ça, elle avait pas tu te plantes. En tout cas moi j'y arriverai pas, mais et après sur la question du personnage, des sentiments, c'est très, en fait je juge avec ma manière contemporaine de juger les choses, mais parce qu'on n'est pas là pour faire un documentaire ou un docu-fiction, et que évidemment il faut essayer de dépasser ce truc-là pour faire un film d'aujourd'hui aussi. Alors je propose qu'on reste avec toi, Elsa, parce que Elsa, elle a un petit peu une particularité. Je suis HPI au potentiel Internet, c'est-à-dire que j'aime bien aller sur Internet dégainer des informations dont tout le monde se fout, mais moi je les aime bien. Donc le sujet du jour, c'est toi, Joséphine Japy, pour le film Eugénie Grandet. Alors j'avais envie de voir à quel point tu étais quelque part liée à Eugénie Grandet et destinée à interpréter ce rôle. J'ai un peu fait de la voyance en ligne grâce à Internet, et donc je suis allée chercher l'origine du nom de famille Japy. Alors il faut savoir que le nom Japy provient de l'ancien français japé, qui signifie parler en criant. Alors, on peut dire que tu étais donc destinée à interpréter Eugénie Grandet, cette femme qui crie sans le faire réellement, sa liberté au milieu d'une société qui fait la sourde. Donc voilà, donc si vous voulez des conseils de voyance, adressez-vous à Aurélien, il vous calera un rendez-vous avec moi. Je vous trouve ça. Mais en faisant de la voyance en ligne, je me suis un peu perdue sur Internet, mais j'ai quand même trouvé un trésor sur YouTube. J'ai trouvé une version ASMR d'Eugénie Grandet. Donc je propose qu'on écoute un extrait. Mais non. Ils sont si tranquilles qu'un étranger les croirait inhabités. Voilà. Donc pour ceux qui sont chauds pour la suite du roman, il y a encore 31 autres vidéos de 20 minutes sur YouTube, donc vous pouvez, si vous faire un marathon, vous pouvez. Et enfin, Eugénie Grandet, ça m'a un peu rappelé mon bac littéraire, voilà, l'étude des livres. Bon, moi personnellement, je l'ai pas étudié, mais j'ai voulu voir les réactions des autres étudiants qui avaient étudié ce livre, et je suis tombée sur la personne qui a pris le plus la confiance en lisant Eugénie Grandet. C'est Luca, qui dans un tweet de 2014 dit:
Si je tombe sur Eugénie Grandet au bac, comment je baisse tout? Le mec est chaud. Alors, je sais pas ce que Luca fait en 2021, mais ce que j'espère, c'est qu'il sera assis le 29 septembre dans un siège de cinéma pour contempler ton œuvre et qui lui a permis notamment d'aller dans une maison close pour fêter son bac. Merci Elsa pour cette chronique. Et c'est marrant parce que je trouve qu'il y a un lien dans ta chronique entre le film et ça, au-delà du nom qui soit Joséphine de Prédestinée à jouer Eugénie Grandet. C'est aussi parce que tu fais une chronique donc sur internet sur cette société où tout est rapide, et dans Eugénie Grandet au contraire Marc Duguin dit lui-même qu'il a voulu nous contraster avec cette société d'aujourd'hui, comme quoi c'est encore une fois un film qui en fait est très ancré aujourd'hui, en faisant un film qui prend son temps quand même et qui montre aussi le temps qui passe. Et pour toi c'est important aujourd'hui que des films nous stoppent un peu dans notre vie et nous en fait nous mènent à de la réflexion, parce que le fait de laisser le temps aussi et de ne pas toujours être en activité, ça nous laisse réfléchir. Ah ouais, bah carrément. Le film, moi je trouve ça trop bien quand un film t'amène vers quelque chose que tu vis pas dans ton quotidien. Donc évidemment une rupture de rythme, un changement de décor, tout ça fait partie de la rupture avec le quotidien. Et je crois que c'est le premier rôle du cinéma mais que ça demande de se laisser faire. Ouais, faut accepter. Il a dû lutter, je crois, un peu pour justement, d'après ce qu'il dit Marc Duguin, pour réussir à imposer ce rythme-là, ce film-là. Oui, parce que je pense qu'il avait son métronome en tête. En fait, il sentait qu'il fallait prendre le temps des mots, prendre le temps de chaque phrase, et que nous, naturellement, même, enfin, on peut avoir tendance à accélérer d'un coup. Ouais. Et donc, il venait nous voir en disant plus lent. Ouais. Je disais, mais en fait, ça va être trop lent, c'est pas possible. Il me dit non, je t'assure, plus lent. D'accord. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça permet vraiment de laisser les mots prendre toute leur place. Et c'est pas ennuyeux, en fait. On a la peur de l'ennui. Ouais, c'est ça, oui. Parce qu'en fait, on ne s'ennuie plus, on sait plus ce que c'est. On est tout le temps sur nos téléphones, ou les films qu'on regarde, c'est souvent un rythme effréné. En fait, quand tu termines le film, t'es plus fatigué que quand tu l'as commencé. Donc, il y a un truc, et il a raison, en fait. La lenteur n'est pas synonyme d'ennui. C'est prendre, en fait, il prend son temps. Et ça, c'était super. Et d'ailleurs, il dit qu'il t'a repéré, je crois qu'on lui a suggéré ton nom pour jouer au moment où il préparait le film, et qu'il n'a pas passé de casting avec plein de personnes. On lui a suggéré ton nom, vous êtes rencontrés pendant plusieurs heures, ça, vous avez mangé quelque chose comme ça. Ouais. Et c'est là où il s'est dit qu'il tenait son Eugénie Grandet, c'est comme ça que ça s'est fait. Du coup, je crois que oui, en effet, on avait parlé de moi à Marc, je sais plus comment, et du coup, je reçois le scénario. Et j'étais à Bordeaux, je sais plus pourquoi, pour faire de la promo, je crois. D'accord. Et donc il me dit, mais moi aussi je suis à Bordeaux. Donc je dis, bon, très bien, voyons-nous à Bordeaux. Et on s'est retrouvés, on a déjeuné tous les deux, on a passé 5 heures, je me souviens, on était allé visiter une église. Enfin, on avait fait toute une balade, et moi j'avais lu le scénario avant, et je pouvais évidemment pas lui dire comme ça, mais je me disais, j'espère qu'il va accrocher, parce que moi je suis vraiment déjà accrochée au personnage, et j'en ai très envie. Et au final, ça s'est très bien passé, et en fait, il m'a pas du tout fait attendre. Je crois qu'il y avait un truc facile. Ouais, ça pour lui, ça a été assez évident que tu pouvais interpréter cette Eugénie-là. Je peux pas parler à sa place. Oui, mais en tout cas, c'est ce que j'ai lu en interview. En tout cas, il a l'air très content de son choix. Mais justement, je vous propose qu'on tente de faire remporter des places pour Eugénie Grandet grâce à Ad Vitam, qu'on offre ces 3 fois 2 places, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Vous pouvez tirer au sort des personnes qui ont participé sur les réseaux sociaux avec le @club5, et puis voilà, on va leur permettre. Ils étaient très chauds pour aller voir Eugénie Grandet. T'es la première invitée qui va jusqu'au fond comme ça. C'est vrai que souvent les gens mais c'est bien parce que les gens qui sont au fond, sinon ils ont moins de chance. Donc comme ça. Je dois lire. Vas-y, oui, tu peux le dire. Morale Percy. Morale Percy. C'est des pseudos souvent. C'est Instagram ou Twitter. Désolée si je l'ai mal dit. Je sais pas si c'est peut-être un pseudo. J'ai l'impression, parce que c'est moral comme le moral, comme avoir bon moral, et Percy. Comme la plante. Comme le persil, oui, sans le L. Ah d'accord. Bon, oui, voilà. Donc c'est le chien dans Pocahontas. Enfin, bref. Très bien.
Tu t'en fous d'Elsa au passage? Moi, j'ai Jean Dumais. Jean Dumais, très bien, et Mickaël? Moi j'ai tag FR20. Tag FR20, voilà, bon, de pire. c'est pire, en fait, Persine, ça passe mieux. Bon, bah bravo en tout cas. Et bah, je vais donc, vous allez tenter de leur faire remporter. Moi, j'en piocherai un à la fin, c'est-à-dire que pour le faire remporter en plus, donc en gros, il y en a 2 d'entre vous qui vont réussir à faire gagner, il y en a juste un qui arrivera pas. Ah bah, il faut qu'il y ait un perdant, mais moi, je crois en tes chances, hein, Joséphine. Morale, je vais tout donner. Tu peux tout donner pour faire remporter ces places. C'est donc sur des musiques de films remixées pour complexifier un peu, des musiques qu'on connaît tous, mais un peu remixées. Vous allez être surpris peut-être par la réinterprétation. Et vous me dites G dès que vous pensez avoir le titre du film. Si vous avez le titre du film, donc c'est ça que nous recherchons, vous avez un point. Est-ce que c'est bon pour toi, Joséphine? On y va. Allons-y. Alors on commence avec le premier. C'est celui-là. Attends, c'est moi qui dis j'aime, mais je crois que j'allais dire Django, mais pas du tout. Non, c'est pas ça. Mickaël, j'ai entendu. Harry Potter. Harry Potter, mais comment t'as su? C'est ça? Mais comment il a su? Comment t'as su? Ah oui, putain, c'est la version western. C'est une blague. Je vous le remets plus, mais c'est fou d'avoir réussi. Voilà. Harry Potter version western, tout à fait bien, c'est bien joué. Hein, il l'a dit avec un calme, il était tellement sûr de lui, moi j'étais sûre qu'il s'était planté. Mais oui, en fait, vous m'avez tous regardé, j'ai sorti une grosse bourde, pas du tout en fait. Non, c'est bien ça. Un premier point pour toi, bon vous avez compris le thème maintenant, on continue avec celui-là. Non, mais c'est pas possible, je suis pas du tout sérieux. Attends, mais j'ai une. Moi j'ai. Ah bah vas-y, Joséphine. Bah si, mais vas-y, Joséphine. C'est Indiana Jones? Indiana Jones, faut l'avoir tout de suite. Oui, je sais pas, mais je Premier point. T'as pas eu le réflexe? Ouais, non, je sais pas, j'ai déconné là. Bon, j'ai déconné. La version n'est pas très belle, là, c'est en 8 bits, ça s'appelle, je crois, ce truc-là, là. Bon, voilà, pas très agréable. On va pas se le passer, on préfère Harry Potter en western. Ouais, on préfère. Continuons maintenant avec celui-là. When the heat of this rolling world can be turned away, an enchanted moment. Le Roi Lion. Le Roi Lion. Bah dis donc, Mickaël, il est très en forme aujourd'hui. Bah en fait, elle allait chanter, tout le monde allait la reconnaître là. Vas-y, laisse. Je pense que tout le monde reconnaît là. Non. Oui, mais ça arrive. Ah, ça arrive après. Le refrain arrive. Attends, j'avance peut-être. Bon, ça n'arrive pas, mais en tout cas, c'est bien ça. J'aurais jamais reconnu. Ah bah si, mais t'entends. C'est remixé, c'est l'amour brille sur les étoiles. Oui, c'est ça. Ah bon? C'est ça, oui. J'avais l'impression d'entendre un truc de comment ça s'appelle, Louisie Joseph là, tu vois, un truc un peu. Pas du tout ce que c'est. Non mais tu sais, tu vois. Pas mal ça là. Rap musical. Après, c'est remixé dans d'autres genres. Là, par exemple, je sais pas en quel genre c'est, mais en tout cas, c'est pas la musique originale, c'est sûr. On continue avec celui-là. Tout le monde y veut seulement la thune. Et seulement ça les fait bander. Tout le monde y veut seulement la fame. Tu l'as, Elsa? C'est une version traduite. Alors, non, c'est pas une version traduite. C'est les paroles de la musique d'Angèle, la thune, mais sur une musique d'un film. Quelle est cette c'est musique? trop dur. Je vous le remets. Ça les fait bouger. Vas-y, Elsa. C'est la carioca là. Exactement. Ah oui, mais voilà, bien sûr. On peut se le réécouter, il est sympa celui-là. J'ai leur cul le temps d'un verre. Photo sur Insta, c'est obligé. Enfin, c'est pas le titre du film. Ah oui, c'est vrai que c'est pas le titre du film, c'est vrai. Non, Joséphine, J'ai elle a trop mal regardé ça. Non, c'est pas ça. C'est tu l'as pas? Je l'ai pas. Je l'ai dit. Non, c'est moi qui ai fait. Je sais pas. Vas-y, c'est vrai que c'est toi qui as dit. C'est quoi? C'est peur. Non. Je m'en fous, c'était de la peur. Ah oui. J'ai dit peur sur la vie, c'est pas possible. Et de manière tellement naturelle. Troisième point pour Mickaël. Oh non, je m'en veux, je suis désolée. Ce qui est ouf, c'est que je me suis sentie nulle, et puis après, je me suis dit. Il y a eu un combat qui en fait était. Bien joué, Mickaël. Troisième point pour toi. Il y a 2 places quand même. On va s'en sortir, j'y crois. Il en reste quelques-uns. On continue avec celui-là, par exemple. I've been staring at the edge of the water long as C'est Vaiana? Vaiana, exactement. Ah oui, tu l'as joué. vu aussi, Joséphine? Ah, ça se joue de très très peu. Hein, mais... Attends, j'avais 0, je crois. J'adore Vaiana, Non, c'était t'avais pour moi un. celui-ci. Vaiana, bah oui, c'est ça, je me souvenais que après je me suis souvenu que tu l'avais dit dans ton question Spielberg. Je me dis bah ça tombe bien, mais Elsa te l'a volé de peu. Hein. Désolée. Ça s'est joué de peu. Mais encore une fois, tu peux te rattraper, notamment avec celui-là.
J'ai. Elsa. Mais non, c'est la bande-annonce de Moonrise Kingdom. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas la bande-annonce de Moonrise Kingdom. Bah, c'est dans plein de films. Ouais, c'est vrai. Et dans, notamment Dans un des films que j'ai fait. Ah oui, c'est dans connu, évidemment, petit clin d'œil. C'est dans Moonrise Kingdom aussi. Il est peut-être aussi dans Moonrise Kingdom, mais tu m'as dit la bande-annonce, tu m'as pas dit. Mais c'est dans Moonrise Kingdom. C'est pas des. Il est peut-être aussi dedans, mais écoute, Elsa, fallait avoir plus d'autorité et dire Moonrise Kingdom. Mais je sais pas dire mon inconnu, je me suis dit, tout le monde a pensé qu'elle pense qu'à ses films. Faut faire un petit clin d'œil quand même, je trouve ça marrant de le placer. Bah voilà, tu as rattrapé Elsa, 2 pour Elsa, 2 pour Joséphine, 3 pour Mickaël. C'est en fait assez serré, on continue avec celui-là. J'ai. Mickaël. Drunk. Exactement. Oh, je pouvais vous en J'avais mettre peur de pas l'avoir. Ah oui. Il était redoutable à ce jeu en fait. Il est bon, pas toujours, hein, mais là il est en forme aujourd'hui, il est en forme. Bon, il en reste plus que 3, donc c'est encore jouable pour tout le monde. On continue avec ça maintenant. J'ai. Retour vers le futur. Oh là. On a fait une émission spéciale Retour vers le futur. C'est vrai, mais c'est vrai que ça t'a aidé, c'est en accordéon. J'ai l'impression d'avoir 95 ans avec vous les gars. Ils entendent 2 notes, ils disent j'ai. Mais non, mais ils se sont habitués. Écoute, ils ont fait des milliers de C'est vrai qu'on en fait beaucoup. Un par semaine du coup. Mais là, je reviens dans 1 an et je suis au taquet. Là, tu seras très forte pour le film de Malik. Mais t'as égalité avec Elsa, donc tout est jouable. On continue. 4 et 2, c'est ça. Ah oui, Mickaël, je pense qu'il sera premier. Il y a des chances. Hein. Okay. T'es à 5. Il y a une bataille, d'accord. Mais vous pouvez toujours faire remporter des places. Allons-y avec celui-là. J'ai. Vas-y, Mickaël. Amélie Poulain ou pas du tout? Amélie Poulain, exactement. Une version jazz manouche, gypsy. Ah mais écoute. Ah ouais. Mais c'est super remixé, hein, parce que c'est très jazz, dur. gypsy manouche, selon la Elle description. est pas mal. Elle est pas mal. Hein. Ouais. Et allons-y pour la dernière, c'est celle-là. J'ai. Elsa. La Land. La Land, exactement. C'est tellement beau, par ça contre. s'est joué d'aussi peu. C'est très beau. Elle est très belle. Est-ce qu'on peut la laisser parce que j'étais bien, moi. C'est la version calme de La Land. Mais écoute, ce que je fais, Joséphine, c'est que je te fais remporter aussi la personne que tu as pioché. C'est Elsa qui a en deuxième place, mais Merci. comme ça, tout le monde gagne. Écoute, Moral et moi, on est ravis. Eh ben voilà. Donc, alors, redites-nous rapidement qui vous avez. Jean Dumais. Tag FR20. Tag FR20. Et Moral Percy. Et ben voilà, ils ont remporté donc 2 places chacun pour Eugénie Grandet, de Marc Duguin avec toi-même, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton, qui sort mercredi au cinéma, je le rappelle. Merci d'avoir été avec nous, Jocelyne, d'être revenue. Ça nous a fait plaisir de te retrouver pour cette saison 3. On te retrouvera une prochaine fois avec plaisir où tu battras cette fois-ci les clapeurs. On avec grand plaisir. Je vais venir et je vais être redoutable. Tu vas être redoutable la prochaine fois, aucun doute. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous nos clapeurs. Merci aussi à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions, à Quentin Padovani qui réalise cet épisode. Et n'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne YouTube Sunday Night Ciné-Série et activer la cloche pour découvrir ces épisodes disponibles donc en version filmée. Merci donc aussi à Advitam qui nous a offert ses places pour Eugénie Grandet. Et rendez-vous lundi prochain sur Clapement 5 pour un nouvel épisode. Et d'ici là, allez au cinéma.